Bienvenue dans cet épisode spécial qui est la retranscription d'un live intitulé Allô les braillards que nous organisons avec Amandine afin de répondre à toutes vos questions en termes de communication. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors du coup, Coralie, première question qui revient régulièrement, c'est pourquoi je n'aime pas communiquer sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui pourrait me bloquer comme ça? Alors moi, j'ai tendance à dire déjà, il faut partir du constat que les réseaux sociaux, c'est pas un mode de vie, c'est un outil. Et on a beaucoup diabolisé, à un moment donné, les smartphones, le micro-ondes, aujourd'hui l'IA, enfin, à chaque fois qu'il y a une innovation comme ça, technologique, bon, je parle pas d'une innovation forcément technologique pour les réseaux, mais c'est qu'on diabolise quelque chose qui est au final qu'un outil, surtout quand on l'utilise à but professionnel. Donc quand tu l'utilises à but professionnel, il faut vraiment déjà enlever le côté je choisis d'être sur les réseaux, donc je suis quelqu'un qui communique sur les réseaux, je suis un influenceur. Donc ça non, on n'est pas des influenceurs, nous sommes des professionnels qui utilisent un outil de visibilité. Oui. Donc voilà, ça c'est vraiment pour reposer un petit peu le socle. Donc dissocier, du coup si j'ai bien compris, dissocier je suis influenceur ou influenceuse et je communique via les réseaux pour mon activité professionnelle, c'est différent. C'est faut ça, pas faire ce faux lien Ouais. que moi j'ai pu faire aussi à une C'est vrai époque. Ouais, pour être sincère. J'avais un truc du genre, non mais pour qui je me prends, je suis pas une influenceuse Ah oui. pour communiquer sur les réseaux sociaux, comme si en effet ce n'était que la place des influenceurs ou influenceuses sur les réseaux sociaux, et notamment la vidéo. Ce n'est pas la mienne de place, en fait. Ouais. Et je vais peut-être même me décrédibiliser en utilisant ces supports. En tout cas, moi, c'était Oui, c'était ta croyance, en quelque sorte. Exactement. Et c'est vrai que ça se partage beaucoup chez mes clients. En fait, il y avait beaucoup qui me disent ouais, mais déjà, bon, voilà, qu'est-ce que je vais dire? Et puis, oui, voilà, je suis pas influenceur. Oui. Mais en fait, non, c'est pas être influenceur, c'est vraiment remettre le réseau social à sa place comme un outil, comme un site internet, comme une plaquette. C'est juste que c'est un outil aujourd'hui, un des outils les plus efficaces. C'est juste ça, quoi. Bien sûr. Et donc il y a cette première chose, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu, justement. Tiens, il y a Claire-Lise qui nous dit moi aussi, je pense, c'est perdre en crédibilité professionnelle. Merci. Ouais. C'est ça, c'est qu'on a l'impression que oui, on se ridiculise. Et d'ailleurs, c'est une très bonne traduction, j'allais dire. Transition. Merci, Amandine, transition sur la peur d'être ridicule. Donc là, Amandine, je vais plutôt te tendre la perche en quelque sorte, puisque il y a beaucoup ça, le côté j'ai peur d'être ridicule, qui suis-je pour? Voilà, un petit peu toutes ces peurs à un moment donné qui font que avant de poster, d'appuyer sur le bouton, on a beaucoup de blocages. Complètement, et ça peut être en lien avec peur d'être ridicule, plusieurs composantes en nous. Par exemple, le syndrome de l'imposteur, qui est assez connu et aussi assez présent dans notre société et dans notre culture, où on a l'impression que du coup, on doit être expert, expérimenté, reconnu. Je sais pas d'ailleurs quelle forme de reconnaissance on attend vraiment pour se sentir légitime, mais en tout cas on attend une approbation beaucoup de l'extérieur avant de se sentir légitime. Tout à fait. Et alors que pour moi c'est une posture à incarner à l'intérieur et où du coup notre place c'est nous qui la prenons. Et ce syndrome de l'imposteur que l'on peut tous avoir à différents niveaux, à différents degrés, ça peut être la première embûche pour se dire tiens, je communique, je fais une vidéo, je fais un live et j'y vais, quoi. Et j'ai le droit de prendre ma place et de raconter quelque chose. J'ai le droit de raconter quelque chose sans être le meilleur des experts de mon domaine. C'est ça aussi. Exactement. Exactement. J'ai pas besoin d'attendre d'avoir écrit un bouquin, d'avoir gagné 1 million d'euros. J'ai pas besoin d'avoir toutes ces validations, toutes ces preuves
ou ces signes de reconnaissance extérieure, matérielle, de notoriété, pour pouvoir intéresser quelqu'un quand je m'adresse en fait au monde. Et puis d'ailleurs au monde, ça aussi il faut aussi désacraliser cela, c'est-à-dire que au final, le monde entier n'attend pas derrière son écran notre prestation, et tout le monde n'est pas là à scruter, et surtout à scruter avec une intention négative. Souvent, on imagine à tort que les personnes qui vont être de l'autre côté de l'écran, qui vont nous lire, nous regarder, vont nous juger, et on présume que ça va être un jugement négatif, un jugement exigeant, sévère, que ces personnes vont avoir. Ouais, qu'on est sur la scène, c'est d'un coup, hop, devant. Mais carrément. Et avec des tomates, c'est qu'on donne. Non. C'est exactement. Mais cette image, elle est hyper forte. C'est exactement ce qu'on s'imagine inconsciemment. Si on va être un peu lucide et honnête envers nous-mêmes, on s'imagine ça. Moi, je sais plus la première fois que j'avais fait oui, c'est quand j'ai lancé mon site internet. Quand j'ai lancé mon site internet, en fait, je m'étais dit, il va se passer un truc formidable, exceptionnel, quand ça va être lancé, quoi. Mais en fait, oui, t'as une personne qui t'a. On fait des gros films. On fait des gros films. Le monde entier n'a pas attendu que Amandine Julien crée son site internet, en fait. En fait, il y a pas eu d'incidence, tu vois. J'ai pas eu d'un coup plein de personnes qui m'ont contacté. Waouh, quel super site, ou l'inverse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est naze, voilà. Donc on sacralise à tort l'incidence et l'impact au final de notre communication sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que de toute manière, même quand on fait des bourdes, des boulettes, en fait, on nous oublie très très vite. On a un temps d'attention qui, malheureusement, à certains moments, et parfois heureusement, fait que on nous oublie. Et moi, j'ai déjà fait des fautes d'orthographe, des trucs, des boulettes, vraiment des boulettes sur mes posts. Et je publie beaucoup, et je fais donc du coup proportionnellement beaucoup de boulettes. Et en fait, on ne le sait pas. Et souvent, je parle de cette vidéo sur mon compte Insta qui a fait 34 000 vues, la seule qui fait autant de vues. Je fais une faute de langage dès le début, dès la première phrase. Puisque je dis, mais une grosse faute de langage. Et je me suis dit, non, je vais pas la poster. Après, je me suis dit, bon, ça va, elle va pas faire trop de vues, celle-là. Manque de bol, elle s'en va et elle fait beaucoup de vues. Et ben, quand mes proches m'en ont parlé, il y a personne qui m'a relevé cette faute de langage. Après, quand je leur ai parlé de cette faute, ils me disent, ah oui, c'est vrai, je crois que tu as dit. Donc, au final, on peut faire des boulettes. Je crois qu'on. Ça n'a pas été. C'est pas ça qui a retenu en fait l'attention des personnes qui t'ont vu. C'est ça. Et qui t'ont écouté. Contrairement à ce qu'on pense, en fait. On accorde beaucoup trop d'importance, voilà. Des fois, on met beaucoup trop d'enjeux. Quand au final, les gens vont plus être admiratifs de l'initiative qu'on prend sur les réseaux. Certains non, mais c'est une minorité. Et presque ceux-là, dans ce cas, ça sert à rien de les garder dans votre communauté. Mais sinon, la majorité est plus admiratif de notre courage, de notre audace à poster plusieurs formats sur les réseaux. Je partage complètement, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est le droit à l'erreur, d'une part. C'est-à-dire qu'on a le droit à l'erreur. Oui. Et que, alors déjà, il y a une infime probabilité qu'on fasse vraiment une grosse erreur. Et si on en fait une, ça va pas rester dans les mémoires. Contrairement à ce qu'on pense, d'accord? Les gens sont beaucoup plus tolérants et bienveillants que ce que l'on est avec nous-mêmes. Parce que notre pire critique, notre pire juge, c'est nous avec nous. Faut jamais l'oublier. Et donc le droit à l'erreur. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Ben voilà. Mais bon, reprendre le fil. Donc j'incarne ce que je dis. Je ne suis pas parfaite et je me donne le droit à l'erreur. Donc c'est un droit à se donner avec soi-même. Ouais. Et en plus, c'est attachant. C'est attachant l'erreur. Donc. Et d'ailleurs, donc Momo qui nous dit, oui, au final, c'est pas ce que l'on retient. Alors, je ne sais plus de quoi en parler à ce moment-là. C'est parce qu'on en retient peut-être les erreurs. Voilà, l'erreur. C'était à ce moment-là qu'elle a mis ça. Et aussi Morgane, merci pour ton commentaire. On a l'impression, que je me permets de lire, on a l'impression qu'on doit être connu avant de pouvoir communiquer.
Mais et carrément. Ouais, En fait, vrai. c'est le monde à l'envers, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'on se dit qui je suis, j'ai pas encore une place sur la toile pour pouvoir communiquer. Il faut d'abord que je sois quelqu'un, et en même temps, pour devenir ce fameux quelqu'un, si je communique pas, en fait, je saurai jamais ce quelqu'un. Donc en fait, c'est le poisson qui se mord la queue, si je puis dire. Et c'est en faisant qu'on devient forgeron. Et du coup, c'est en se lançant qu'on apprend à gagner en aisance, qu'on apprend à gagner en légitimité, et qu'on crée une communauté, qu'on crée une notoriété. En fait, on démarre du bas. Et c'est le game, quoi. C'est le jeu, hein, au final. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que Morgane, il a relevé que c'était un serpent qui se mord la queue, c'était pas le poisson. Mais parce que le poisson... mais en même temps, c'est beaucoup plus original le poisson qui se mord la queue parce que. Mais moi, j'ai eu cette image-là, je me suis dit, oh, agile le poisson, donc c'était. Merci. J'ai beaucoup aimé moi, le poisson. Ça veut dire qu'ils écoutent. Super. Et ça veut dire que j'ai toujours une petite tendance dyslexique encore à mélanger les mots. Je mélange les animaux. Et puis, alors moi, il y a quelque chose aussi qui est assez important parce que pour revenir sur le fait qu'on a l'impression de devoir être légitime, moi, j'aime beaucoup cette échelle de l'alphabet où je dis souvent, quand on a la lettre D, par exemple, en fait, on a déjà un parcours et des connaissances qui font qu'on est susceptible d'aider A, B et C. Tu vois? Parce qu'en fait, on a déjà vécu, on a déjà connu, ou on s'est déjà formé, et on peut aider ces personnes-là. Et souvent, on a tendance à voir celui qui est arrivé, qui est à la lettre V, et à se comparer. En disant, mais je suis pas légitime. Cette personne qui a la lettre V, qui a peut-être 2 ans d'expérience de plus un diplôme, on se compare à elle et on se dit, bon, voilà, je suis pas elle, donc je ne mérite pas ou je suis pas légitime. Mais en fait, on va avancer petit à petit sur notre échelle de l'alphabet, et plus on avancera, plus on sera susceptible d'aider ceux qui sont aux lettres précédentes. Ouais. Qui, par exemple, si on est à la lettre B, peut-être qu'on va préférer se faire accompagner par quelqu'un qui a la lettre D, parce qu'il est plus accessible au niveau temps, parce qu'il est plus accessible au niveau argent, enfin au niveau prix, et qu'en plus, du coup, il est plus accessible pour nous, même au niveau des valeurs. Que quelqu'un qui a la lettre V, on peut se sentir intimidé. Oui. Donc il y a ce côté où parfois faut bien se rappeler qu'il y a on peut pas aider tout le monde parfois, et on peut pas aider comme les meilleurs des experts, mais il y a quand même une partie de la cible que l'on peut aider et qu'on peut accompagner, et qui on est vraiment légitime du coup d'exercer. J'aime beaucoup cette image des lettres de l'alphabet. Cette échelle de la légitimité, on pourrait l'appeler. Oui, exactement. L'échelle de la légitimité, tu savais, c'est un super outil. Je vais te le piquer pour mes coachings. On le mettra dans Fort Boyard, d'ailleurs. Et on pourrait le mettre, ça intéressant. Bah oui, c'est un super outil parce que c'est très vrai, en fait. Et en effet, on se compare inconsciemment. C'est un mécanisme mental qui se fait tout seul, automatique. Ouais. Et on va avoir tendance en plus à se comparer au high level, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas se comparer, on va pas regarder la vidéo de notre voisine ou d'une personne qui débute comme nous. Donc c'est là où il y a un truc un peu sadomaso presque. C'est-à-dire qu'on va regarder que des vidéos de personnes qu'on admire grandement, et du coup ça va faire un gros gap avec nous. C'est-à-dire que forcément, donc une partie de notre mental va se comparer inconsciemment, et du coup, on se compare au haut niveau. C'est vrai. Sans s'en rendre compte, sans se rendre compte qu'on a choisi vraiment le top du top, quoi. Donc on n'est pas très cool avec nous quand on fait ça, et faut juste en être conscient. Juste être conscient. Là, je regarde la vidéo de quelqu'un qui fait des vidéos depuis 10 ans. Sur les réseaux sociaux et qui a sa boîte depuis 15 ans. Ok, et moi? Donc, on se compare, mais allons jusqu'au bout de la comparaison. Creusons, approfondissons la comparaison. Et donc, moi, ça fait combien d'années que j'ai créé ma boîte? Et depuis combien d'années je communique sur les réseaux sociaux? Donc, faut tout ramener à bonne échelle et comparer ce qui est comparable.
Et avec bienveillance, parce que du coup, tous les débuts, bah, c'est quelque chose où on peut le regarder comme bah, je ferai mieux plus tard, je me regarderai, et j'apprécierai la progression, et non pas ouais, du coup, c'est nul, j'en ai honte. Non, c'est beau, Ouais. c'est beau les débuts, c'est beau les premières fois où l'enfant tombe, mais il se rattrape, il arrive à marcher. Enfin voilà, c'est partie du processus, quoi. Tout à fait. Salut Léa. Et il y a d'ailleurs Médéric aussi. Et bah, du coup, voilà, ça, c'était vraiment les premiers blocages, les Oui. premières embûches. Oui. Et ensuite, quand on se sent un brin légitime et puis que ça y est, on ose, vient ensuite d'autres problématiques, souvent, comme par exemple, je ne sais pas quoi raconter. Alors ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément. Mes clients, ouais, mais je sais pas quoi raconter. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que, enfin, j'ai pas de stratégie? Est-ce que je fais comme on dit, je raconte ma vie sur les réseaux, ou est-ce que je reste très professionnelle, mais c'est plutôt, j'ai l'impression d'être un homme ou une femme sandwich. Donc il y a aussi, voilà, le je ne sais pas quoi raconter sur les réseaux. Bien sûr. Ça t'est déjà arrivé, toi, Amandine? Alors, non, moi, c'est plus l'illégitimité, moi, qui m'a plutôt habité. Parce qu'après, je suis extrêmement créative, un petit peu trop bavarde, pour ceux qui me connaissent, n'est-ce pas? Donc, du coup, ne pas savoir quoi raconter, ça, c'est pas quelque chose qui m'a touchée, personnellement. Et d'ailleurs, si ça vous arrive là, pour les participants de ce live, voilà, est-ce que vous avez déjà eu ce truc de j'aimerais raconter quelque chose sur les réseaux, mais je ne sais pas. Ou est-ce que c'est peut-être pas votre problématique? Enfin, n'hésitez pas vraiment à nous partager aussi. Par contre, du coup, pour moi, je suis un petit pont entre je me sens illégitime, qui je suis pour communiquer, pour m'afficher, et je ne sais pas quoi raconter. Oui. C'est parce qu'il y a un lien. Et du coup, quelque chose qui peut nous rassurer psychologiquement, quand on se sent illégitime, quand on n'a pas confiance, c'est d'avoir un cadre. D'avoir un cadre. Ce côté cadrant, c'est quelque chose de rassurant. Et donc, un cadre, ça peut être quoi? Ça va être, du coup, je sais ce que je vais raconter. Ouais. Et c'est ce que nous, on appelle la stratégie en communication. Exactement. C'est le terrain de jeu de ce qu'on va faire, quoi. Exactement. C'est savoir, du coup, par quoi je commence et est-ce que j'ai un outil, une méthode ou plusieurs. Et du coup, ça va me rassurer, en fait. Et ça va, du coup, aussi m'aider en termes de légitimité parce que je saurai quoi faire, je saurai quoi dire, ça a un sens, je m'appuie sur telle méthode ou sur tel outil. Tout à fait. Voilà. Donc, Et moi, les petits conseils que je donne donc à mes clients, c'est déjà, la première chose, c'est quelles sont les questions de vos clients ou de vos patients. En fait, à chaque fois, de ne pas hésiter à avoir un petit bloc-notes et de dégainer le bloc-notes à chaque fin de rendez-vous ou même de pouvoir griffonner. Et c'est de noter tout simplement parce qu'en fait, notre but, normalement, dans notre travail, c'est quand même d'aider la personne, d'accompagner, d'aider. Donc, des fois, on est un petit peu dans notre bocal à se dire, c'est quoi ma plus-value, c'est quoi ma valeur? Et en fait, faut rester focus sur comment je peux l'aider. Si on le fait, ça va nous donner des arguments pour la communication. Donc, ça va être, par exemple, une question qui revient souvent, comme je l'ai fait aujourd'hui, c'est je n'aime pas publier sur les réseaux, mais j'ai pas le choix. En fait, ça, c'est venu tout simplement de ce qu'on m'a beaucoup répété. Et donc ça, déjà, c'est une première chose, c'est de noter tout ce qu'il est demandé. Dans les appels, par exemple, oui, bonjour, par exemple, un institut, bonjour, est-ce que vous faites ci, est-ce que vous faites ça, de quelle manière vous le faites? Si vous avez des questions, ça, c'est un sujet de poste. Et quelque chose que je précise toujours, c'est attention, un sujet de poste. Un poste, une idée. C'est-à-dire que parfois, on veut donner tout notre parcours, tout ce que l'on est capable de faire. Et on commence à vouloir écrire, et puis on s'embourbe. Oh, ouais, mais c'est pas assez synthétisé, oui, mais du coup, je dis trop, ou alors, mais c'est pas assez détaillé, au contraire. Et donc, moi, ce que je dis toujours, c'est attention, décomposez tout. Il vaut mieux avoir 20 publications avec des mini-thématiques qu'une grosse publication qui, peut-être que personne ne va la lire de toute manière, quoi. Donc, vraiment décomposer une idée. Donc, voilà. Souvent, noter les phrases des clients et un post, une idée. Oui. Et donc, en effet, donc merci pour vos commentaires. Donc, Béa qui me dit, oui, moi, j'ose pas. Donc, moi, je n'ose pas me lancer, m'afficher, communiquer. Morgane, je pense que le fait de savoir quoi raconter et d'être préparé, donc là, c'est là qu'une méthode, une stratégie et des outils précis sont importants.
Et donc, quand on est préparé et qu'on sait ce qu'on va dire, ben, ça peut enlever la sensation d'illégitimité. Donc, il y a vraiment un lien que je vous invite à faire entre ces deux notions d'illégitimité, de méthode. Et pour rebondir sur ton idée, explorer une idée, je vous partage du coup aussi un outil concret qui est simple, parce que moi j'aime les outils simples et efficaces. Donc c'est l'outil le moyen mémotechnique que j'ai pour me rappeler, c'est le CQQ, c'est occupé, que certains d'entre vous, certaines doivent connaître, c'est assez connu. Hein. Donc qui, que, quoi, comment, où, à qui, combien. Donc c'est tout un tas de questions. Hein. Donc le CQQ, c'est occupé. Ouais, on mettra en commentaire aussi par la suite, comme ça au moins on pourra le retrouver dans le film. Voilà, donc cet outil, donc le nom savant de cet outil, c'est l'hexamètre de Quintilien. Donc on le mettra aussi en commentaire, que vous pouvez aller voir. Et donc ça va vous aider à clarifier justement c'est quoi votre idée et du coup quelles sont les questions que je peux me poser pour écrire mon post. Quelles sont les questions essentielles. Donc c'est un check comme un tableau de bord avant de décoller, hein, comme le fait le pilote. Et du coup c'est un petit check. Ok, qu'est-ce que je raconte? À qui? Pourquoi je racontais ça? Pourquoi moi je vais parler de ce sujet? Et voilà. Et du coup ça va vous aider et à vous légitimer et à clarifier vos idées et à vous exprimer de manière plus claire. Super, merci beaucoup pour cet outil. Top, j'irai voir aussi. Et puis surtout, s'il y a des choses que vous pouvez faire vraiment à volonté, c'est de toute manière de parler de vos aspirations, de votre vision, des coulisses, en fait de tout ce qui relève de votre humanité dans votre profession. Alors je dis pas de parler de est-ce que vous préférez Burger King ou McDo, ça non, c'est pas très intéressant. Mais pourquoi vous avez créé cette entreprise, qu'est-ce qui vous passionne, pourquoi vous aimez faire ce que vous faites, ça vous pouvez le faire à volonté. Autant des postes, je propose tel et tel service, de temps en temps c'est bien d'en faire, on appelle ça des postes à conversion. D'accord. Pas trop effectivement, pas faire trop publicitaire, et vraiment ce que vous pouvez faire à volonté, c'est tout ce qui parle de vous, de votre why, on appelle ça, de votre pourquoi. Et ça, vous pouvez y aller, quoi. Donc du coup, si je récapitule, les questions, c'est une vraie clé. Et donc il y a les questions de nos clients, les questions qui se posent beaucoup, les questions qui les perturbent, qui les agitent. Donc ça, on note les questions des clients et nos questions intérieures. Des questions qu'on se pose à nous-mêmes, avec nous-mêmes, et qu'on n'ose pas toujours du coup afficher ou communiquer. Donc du coup, pour toi, c'est deux clés intéressantes à exploiter dans des posts. Tout à fait. Et petite astuce que Marion nous a communiquée, quand on n'a pas encore de clients, parce que parfois on n'en a pas encore assez pour avoir ce retour, il est possible d'aller voir tout simplement dans les groupes Facebook, sur YouTube, et d'aller checker les commentaires. Et ça, c'était une astuce que nous a donnée Marion et qui est assez intéressante. Quand on n'a pas encore de clients et pas assez de retours et de feedback, c'est d'aller checker sur les plateformes de notre réseau, d'aller voir même les concurrents ou les confrères, comme je préfère les appeler, dans leurs posts, qu'est-ce qu'ils ont comme questions et comme retour. Ça peut pallier au fait qu'on n'ait pas encore notre portefeuille de clients assez dense. Et puis on verra aussi d'autres outils que ceux qu'on vous a cités dans le parcours Fort Braillard, parce qu'il y a plein d'autres outils accessibles et gratuits. Parce que quand on est entrepreneur ou à son compte, chaque sou compte. Donc on en est bien consciente avec Coralie. Et du coup, on vous livrera pas mal d'autres outils accessibles et gratuits. Tout à fait. Et puis Morgane qui pose la question de trouver sa juste distance entre le trop personnel et le trop professionnel. Alors ça, c'est une vraie question par contre. C'est une vraie question entre l'influence et l'entrepreneuriat. Après ça, c'est le personal branding. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas? Alors la première chose à faire, c'est quand on réfléchit à son personal branding, donc son image de marque personnelle. Alors là, ça ferait peut-être sujet en fait, ça sera même le sujet d'un live à part entière. C'est beaucoup trop long à détailler aujourd'hui. Mais effectivement, c'est de border
d'avoir une carte d'identité professionnelle, en fait. Au début, c'est un peu un dédoublement de personnalité, mais c'est de vraiment définir ce qu'on dit. Moi, je ne poste pas tout et n'importe quoi. J'ai mon petit parc de jeu. D'accord. Mais ça, voilà, ça, on le détaillera ça. Merci beaucoup, Momo, pour cette question. C'est comme c'est un ami, je l'appelle Momo, excusez-moi. Vas-y, te gêne pas. C'est pas comme si on était en public, hein, Coralie. Il y a Béa, il y a Momo, il y a... Non, on peut tous vous appeler par le petit surnom. Vous pouvez m'appeler Coco, si vous voulez. Et donc, du coup, voilà, ça, on fera un live à part entière là-dessus. Oui, dédié à ce sujet, Ouais, du personal branding. qui est important. C'est ça. Parce que je vois qu'on est en... on a débordé, mais ça fait... Ça y est, ouais, ça y est. On est au temps. C'est ça. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce on arrive sur la fin, du coup, de ce live. Et je voulais juste aborder 2 points encore essentiels. C'est du coup, est-ce qu'on peut éviter d'être sur les réseaux et quels sont, sinon, les bénéfices ou pas. Donc là, voilà, est-ce qu'on peut éviter d'être sur les réseaux? Moi, c'est souvent quelque chose que l'on me pose comme question aussi. Déjà, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter avant que je passe sur cette thématique? Non, c'est bon. Ça me va tout à fait. Et donc, n'hésitez pas pour vos questions aussi. Et donc, voilà, est-ce qu'on peut éviter? Alors oui, on peut éviter dans certaines circonstances. C'est-à-dire qu'on peut éviter d'être sur les réseaux, par exemple, si on a plus de demandes qu'on a d'offres. Donc, typiquement, on va avoir les mécaniciens, les plombiers, dermatos, en fait, plein de métiers comme ça où il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas forcément assez d'offres. Où c'est au juste équilibre. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin nécessairement de faire de la communication sur les réseaux. Il suffit d'être trouvable, bien référencé, etc., quoi. D'avoir un beau site internet. Mais sinon, c'est vrai que ça devient très compliqué de pouvoir éviter d'être sur les réseaux. Oui. Donc toi, je ne sais pas comment tu le vis dans ton activité, Amandine. Quels sont tes leviers Est-ce que tu t'es mis sur les réseaux, du coup, assez vite? Comment tu... Oui, moi c'est vrai que ça a été une évidence de me mettre sur les réseaux, Facebook, Instagram, LinkedIn ensuite, un petit peu plus tard, en termes de maturité, je sais pas pourquoi, mais voilà, peut-être que ça a un sens, tu nous diras ça lors du parcours de Fort Braillard. Mais du coup, pour moi, ouais, j'ai vu en fait le côté utile et que j'allais pouvoir être accessible à énormément de personnes et avoir une grande visibilité grâce aux réseaux sociaux. Et en effet, ça a été le cas, puisque moi, tous mes premiers ateliers que j'ai lancés au tout début de la naissance de mon entreprise, donc j'avais une confiance niveau 0. Et donc, tous les ateliers que j'ai créés, tous mes clients sont venus via les réseaux sociaux, donc via Facebook ou Instagram. Et du coup, j'ai pu comme ça vraiment me mettre le pied à l'étrier et gagner en légitimité grâce à leur venue, à leur intérêt et à leur retour, où en fait, ils validaient le contenu. J'avais besoin de ça à l'époque. Ils validaient le contenu. Et voilà, et d'avoir ces retours, ces feedbacks précieux de leur part. Et je me suis dit, ok, bon, bah donc, je peux aller taper chez des entreprises et je peux apporter à ces personnes, à des entrepreneurs. Ouais, mais c'est intéressant, ça a eu l'approbation, la validation via les réseaux. Oui, et ça a été grâce aux réseaux, du coup, sociaux. Ouais. C'est ça, moi aussi, c'est quelque chose aujourd'hui. Clairement, ça m'apporte des prospects qualifiés. Vraiment des personnes qui viennent à moi par rapport à ma communication sur les réseaux. Là où, justement, on peut éviter aussi d'être sur les réseaux si on est très bon en prospection. Si on fait de la prospection, que l'on fait beaucoup de réseaux aussi physiques, dans ce cas-là, on peut éviter d'être sur les réseaux digitaux, enfin sociaux. Ouais. Par contre, c'est quand on n'aime pas du tout prospecter, que l'on a un temps limité, par exemple, pour réseauter de manière physique ou qu'on n'est pas extrêmement bon là-dedans. Là, par contre, c'est vrai que j'ai envie de dire, difficile d'éviter les réseaux aujourd'hui. C'est le canal, quand on n'a pas la prospection ou le commercial, finalement, en fait, c'est un indispensable aujourd'hui. Bien sûr. Si on veut pouvoir, en tout cas, se faire voir, parce que si on n'apparaît pas sur les... Enfin, si on ne se montre pas, on n'existe pas. On a beau ouvrir sa boîte, il n'y a personne, comme tu disais au début, qui nous attend et qui attend de dire génial, elle s'est lancée enfin. Non, malheureusement, c'est vrai que tout a été créé aujourd'hui, donc on ne nous attend pas. Et donc il faut qu'on puisse montrer qui on est. Donc voilà, c'est pour ça que oui, peut-on éviter sur les réseaux?
Voilà, oui, en certaines circonstances. Et du coup, quels sont les bénéfices? C'est dommage qu'ils sont privés quand même. Oui. Vu les incidences, vu les retombées, pardon, c'est dommage de se priver de cette visibilité aujourd'hui. J'ai eu pas mal de contrats grâce aux réseaux sociaux, même encore aujourd'hui. Je parlais à mes débuts, mais aujourd'hui, ça continue. Sur LinkedIn, on me contacte parce que apparemment, je suis bien référencée sur certains domaines, comme la prise de parole en public ou la confiance en soi. Et du coup, on me contacte grâce à ça, uniquement grâce à mon référencement via LinkedIn, par exemple, via un réseau social. Moi, c'est le cas aussi. Rien que hier, j'ai encore eu une demande sur LinkedIn parce que je poste sur quelles sont les 3 clés pour être à l'aise dans la caméra. Et je parle des interviews. Bon, il y a une personne qui m'a contacté, oui, mais c'est quoi ton offre sur les interviews? Bon, du coup, je vais certainement signer avec quelqu'un, une avocate, le mois prochain. Ou même les braillards, d'ailleurs. Il y a certaines personnes qui sont ici qui, en voyant des publications, du coup, ont été intéressées par le programme. Mais si j'avais fait juste la page de vente, je pense qu'aujourd'hui, ça serait compliqué encore. Ça serait même impossible d'avoir des inscrits si j'avais seulement fait une page de vente. Oui, ça ne suffit pas. D'avoir un site internet ou une page de vente sur un produit, nos services, ça ne suffit pas. Non. Il faut aussi faire de la communication régulièrement. Oui, c'est ça, c'est la clé. Et d'ailleurs, du coup, entre les avantages des réseaux, c'est évidemment les clients, mais c'est aussi les opportunités. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert, vraiment. C'est que notamment des partenariats, des personnes avec qui l'on va réseauter, avoir des synergies, et c'est au-delà des clients. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, moi j'étais très surprise de rencontrer des très belles personnes, d'avoir des synergies. Et ça, c'était aussi grâce à la visibilité qui était accordée avec les réseaux sociaux. Oui, complètement. Ce qui peut aussi nous amener des opportunités de business et des clients Après, via ces partenariats où on rencontre des personnes qui nous correspondent avec les mêmes valeurs que nous. C'est ça. Et d'ailleurs, là, c'est même la première intention à avoir. Si on veut avoir une belle intention au départ, c'est aider, donner des conseils, donner de la valeur, et puis faire des partenariats. Et si on a cette énergie-là sur les réseaux, en fait, ça va en découler comme ça. On va avoir des personnes qui vont être intéressées à nous, des clients, mais si on a une belle énergie de partage au début et de synergie. Oui. Et du coup, comme je me permets, comme je vois qu'il y a pas mal de femmes et d'entrepreneurs présentes, on a beaucoup parlé en ce moment dans l'actualité du chiffre de 13,9%, c'est la rémunération en fait que les femmes dans le milieu, dans la vie active. Donc c'est le pourcentage que l'on gagne en moins par rapport aux hommes dans des postes homologues, 13,9%. Mais du coup, ce pourcentage, il existe aussi pour les femmes et dans la vie d'entrepreneur. Et selon vous, est-ce qu'il est plus élevé ou plus bas dans l'entrepreneuriat? C'est une question que j'ai envie de vous poser. Oui, donc est-ce que de se lancer à son compte en tant que femme, on arrive à avoir plus, à réduire, égalitaire ou moins encore que les hommes? Exactement. Est-ce qu'on réduit cette inégalité de rémunération ou pas? Est-ce qu'il y a des réponses plus élevées? Donc on gagnerait plus en tant que femme parce qu'on oserait plus? Peut-être, qui sait? Une autre réponse? Suspense. Une autre réponse avant de vous dire les chiffres que nous avons trouvés avec Coralie à ce sujet. C'est vous qui... Donc plus élevé aussi, ok. Donc du coup les réponses que l'on a, c'est que donc on gagne plus et donc on réduit l'inégalité avec les hommes quand on est à son compte. Et bien c'était aussi ce que je croyais penser et en fait non. Donc on vous mettra aussi le lien de cette donnée qu'on a trouvée sur le site de l'URSSAF. Et en fait en 2022 les femmes auto-entrepreneurs déclaraient en fait un revenu annuel à 18,9% plus faible que les hommes. Voilà, donc en fait ce pourcentage est plus élevé, contrairement à ce qu'on pourrait penser pour les femmes entrepreneurs. Parce que elles se rendent moins visibles, parce qu'elles ont moins confiance, parce que
Le syndrome de l'imposteur touche plus les femmes. Donc ça, on le développera aussi dans la formation du parcours Fort Braillard. Mais voilà, il y a des raisons qui expliquent cela. Tout à fait. Et c'est pas une fatalité. Non, pas du tout. Mais pas du tout, on va oser, on va se montrer. Et du coup, je crois que ça va sonner la fin. Alors, à moins qu'il y ait une dernière question, mais sinon, on a été très bavarde, Amandine, encore une fois. Je crois que, alors, on a prévu faire quelques lives encore. Donc, des fois, ça sera avec Amandine, des fois avec d'autres personnes. Ça dépendra de la disponibilité de chacun, de chacune. Et donc, sur des thématiques en particulier. Et on essaiera, au fur et à mesure, de se rapprocher du temps donné. Ça sera un objectif. Je crois qu'on essaiera de voir si on y arrive un jour à faire nos 1 quart d'heure, 20 minutes. Et merci beaucoup d'avoir été là. C'était notre toute première avec Amandine. Donc merci infiniment. Merci de votre présence, de vos commentaires, de vos encouragements et de la pertinence de vos questions et commentaires. À très vite. On vous quitte, on raccroche. Bye bye. Je sais même pas comment on part dans le live. Ciao, ciao. Et gardez vos questions s'il y en a encore. N'hésitez pas.